Merci, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Je remercie Michel Clanet et l'équipe de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, Jacques Lagarrigue, Catherine Dupré-Goudable, de m'avoir demandé de venir vous porter ici la voix des usagers. Et je le fais au titre de France Assos Santé Occitanie, qui est l'union régionale des associations de patients et d'usagers du système de santé. Alors je crois que c'est important parce que dans la réflexion que nous devons tous avoir ensemble, il faut quand même aussi écouter les usagers. Et les usagers, ils ne sont pas là pour être des juges, ils sont là pour être des partenaires. Et le soin que nous voulons mettre en place, nous ne pourrons le mettre que dans une relation de partenariat entre ceux qui ont besoin de soins et ceux à qui on demande d'apporter du soin. Alors je voudrais revenir d'abord sur, puisque c'est finalement un retour d'expérience qui m'est demandé en une quinzaine de minutes, sur la manière dont les usagers ont vu la crise et qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Je voudrais dire qu'on pense que cette situation est une situation inédite, la Covid-19. En fait, on vient d'en parler, elle est probablement inédite, mais peut-être pas par son ampleur et sa brutalité. Quand on regarde les épidémies historiques, et on a parlé de la lèpre, de la peste, du choléra, à ce propos, Olivier Jonquet, il y a quelques jours, disait, c'est assez curieux, finalement avec la lèpre, on a écarté, avec la peste, on a isolé, et avec la Covid, on est un peu en train de faire les deux, comme si on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et puis, on a vu qu'il y avait plus récemment d'autres maladies infectieuses qui avaient eu, elles aussi, des implications sanitaires et sociales, que ce soit la tuberculose ou, plus récemment, le VIH-Sida. Alors, cette situation de crise, elle est peut-être inédite par ces conditions civilisationnelles d'aujourd'hui. En effet, c'est une crise qui survient dans un contexte de mondialisation et on sait que la facilité des transports a sans doute joué un rôle, mais aussi cette mondialisation, c'est une inégalité d'accès aux soins et ça, il ne faut pas l'oublier. Cette crise, elle survient avec une médiatisation qui est inédite, qui est malmenée par des intérêts divergents et qui a fait qu'on a tous subi probablement plus les fake news que la juste information. Et puis, aujourd'hui, l'usager que je représente ici, il est de plus en plus acteur de sa santé et ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, je pense qu'il vaudrait mieux dire démocratie en santé, c'est ça finalement, hein. C'est la participation de tous à l'organisation de la santé, qu'on en soit les bénéficiaires ou qu'on soit amené à donner du soin. Mais là encore, il ne s'agit pas de deux mondes clos et les professionnels de santé savent très bien qu'à certains moments donnés, ils sont aussi usagers du système de santé. Mais finalement, cette crise, et on a parlé de la durée, on n'a peut-être pas assez parlé du phénomène de vague. Cette crise, on la voit évoluer, elle n'est pas terminée, d'ailleurs je terminerai tout à l'heure là-dessus. On la voit évoluer par vagues, peut-être que d'ailleurs ces vagues successives, c'est une des conséquences de nos capacités à endiguer une évolution naturelle, mais ces crises successives par vagues, elles ont des impacts physiques, psychologiques et sociaux qui sont importants et on résiste souvent plus facilement à quelque chose qui nous agresse en continu qu'à quelque chose qui nous agresse en coup de boutoir. Alors finalement, cette crise, elle a d'abord eu une phase initiale qui a été explosive et sidérante. Et c'est pour ça que je trouvais que la première intervention sur l'enquête dont parlait Madame de Cotigny était intéressante, mais il faut la replacer dans la phase où elle a été faite. C'était juste après la première phase. Cette première phase, elle a été explosive,
avec des biais cognitifs. Par exemple, on ne s'est rendu compte que de manière retardée de ce que voulait dire une évolution exponentielle. Et je vous ai mis dans le support là des liens vers notamment des interventions d'Olivier Sibony, qui est un professeur affilié à HEC à Paris, sur ces biais cognitifs ou sur les difficultés d'aborder des équilibres impossibles. C'est ce qu'il a appelé le trilemme entre santé, liberté et économie. Et puis on a dû le faire avec des mesures d'urgence sanitaire, donc le nez dans le guidon, comme on dit vulgairement, mais aussi avec, dans la première phase, une pénurie de ressources adaptées qui a pesé lourdement dans ces adaptations possibles. Et cette phase initiale, elle a été non seulement explosive, mais elle a été sidérante. Elle a été sidérante pour tous, pour les professionnels de santé, pour les usagers, pour les associatifs. Cette sidération, on a vu qu'elle entraînait une adaptation difficile des mesures et surtout qu'on n'avait pas encore une connaissance très précise de ce qu'était la maladie et l'évolution de ces connaissances se faisait très rapidement. Et puis cette sidération, elle a entraîné une désorganisation. Alors il est habituel de dire que dans les situations de grande urgence, ce qui est d'abord lâché, c'est la qualité, ce qui est une hérésie, parce que lâcher la qualité du soin, c'est lâcher le soin. Mais ça s'est passé comme ça quand même. Hein. Et la deuxième désorganisation, ça a été celle des instances et des procédures de démocratie en santé. Et là où les usagers avaient pris progressivement une place, notamment à partir de la loi Kouchner et de ce qui avait été mené à partir du développement du VIH, eh bien on a vu ça complètement freiné au moment de l'explosion de la crise. Alors tout ceci a conduit les usagers, et notamment au travers de l'union régionale que je représente, à alerter, mais avec un décalage. Hein, je vous disais, la sidération, elle a touché tout le monde. Donc nous aussi, nous avons été sidérés et nous n'avons fait une alerte que de manière décalée. Cette alerte, à la mi-avril 2020, on l'a faite auprès de l'Agence régionale de santé Occitanie et auprès de la Conférence régionale de santé et d'autonomie. Les objectifs de cette alerte, c'était de réactiver les instances et procédures de démocratie en santé et essayer de participer à l'attention qui devait être portée à des personnes qui sont peu entendues ou qui sont invisibles. Et je pense à des personnes en situation de handicap, que ce handicap soit physique ou qu'il soit psychologique ou qu'il soit social. Et notamment, on a vu que pour les personnes en situation de grande précarité, on dit les personnes à la rue, il y avait là une double ou triple peine avec l'arrivée de la crise. L'autre objectif, c'était d'impliquer les usagers dans la gestion de la crise sanitaire en essayant de mieux coordonner les échelons régionaux, territoriaux et locaux. Et je l'ai entendu évoquer tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait de temps en temps des mesures qui étaient prises à un niveau régional et qui ne suivaient pas toujours aux autres échelons territoriaux ou locaux. Et enfin, dans cette alerte, et ce n'est pas la moindre des choses, c'est d'essayer de participer à une diffusion coordonnée de la juste information, là où on entendait des fausses informations et des fausses informations volontaires, et ceci dans une dynamique de partenariat en santé. Et je vous ai mis dans le support que vous aurez un lien vers l'état des lieux que nous avions réalisé à ce moment-là sur la démocratie en santé vue par les représentants des usagers, et ceci en juin 2020. Je dois dire que cette alerte, elle a entraîné une réactivité partenariale des instances en Occitanie, et que dans notre région, et je ne défends pas spécifiquement la région, mais cette réaction partenariale, elle a été assez exemplaire de la part des instances. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu par les usagers. D'abord, les usagers se sont retrouvés impliqués dans l'ensemble des groupes de travail et cellules de coordination qui ont été mis en place par l'Agence régionale de santé. Ensuite, ça a été la même chose au niveau de la Conférence régionale de santé et d'autonomie, où le président
Laurent Schmitt, qui interviendra tout à l'heure, a mis en place un groupe de travail prévention Covid-19 avec un travail en intercommission de la CRSA, ouvert à des intervenants extérieurs. Et je pense en particulier à une des interventions qui avait été faite par un représentant d'ATD Quart Monde et qui posait un certain nombre de problèmes de manière très précise. Et puis enfin, nous avons, en tant qu'usagers, participé à des communiqués de presse avec l'ARS, mais en essayant de le faire aussi avec les autres structures, et notamment la CRSA, mais aussi les professionnels. Et je remercie là les différents responsables des unions régionales professionnelles de santé qui ont pu le faire avec les usagers. Et puis à côté de ça, il y a eu quelques initiatives régionales. Et ces initiatives régionales, elles montrent bien la mise en place d'une dynamique. Les usagers ont été associés à la contribution régionale au Ségur de la santé, en partenariat avec la CRSA et l'ARS. On a mis en place, sous l'égide de l'Agence régionale de santé et en coordination à la fois avec l'espace de réflexion éthique et les associations qui composent notre réseau, un service d'accompagnement, d'écoute et de dialogue éthique, SAED, et ceci pour répondre à la situation que connaissaient un certain nombre de résidents et leurs familles dans les EHPAD. Et je ne reviendrai pas longuement là-dessus, mais vous verrez que ce que l'on a pu retirer de ce service vaut aussi pour les autres actions. Puis dans d'autres initiatives, il y a toujours un groupe de travail partenarial sur le Covid long, qui est une réalité que l'on doit reconnaître, et sous l'égide aussi de l'ARS Occitanie, une fabrique citoyenne qui cherche à promouvoir, là aussi, une juste information portée par les citoyens eux-mêmes. Si tout ceci a été fait dans une démarche éthique, la démarche éthique n'est pas là pour tout régler. Et ce que l'on a constaté au travers de ces actions, et peut-être plus particulièrement au travers de l'activité de SAED, c'est qu'on a vu et on a mis en évidence des difficultés à apporter des améliorations individuelles concrètes. Et on l'a dit tout à l'heure, jusqu'où peut-on aller dans la protection sanitaire d'un individu, d'une personne, et le respect de la sécurité collective, et quand est-ce que dans cet équilibre ou dans cette perte d'équilibre, on met en cause l'humanisme du soin qui est absolument indispensable. On a soulevé aussi, et ça a été un des apports de SAED, des contraintes organisationnelles qui étaient à la fois des contraintes de ressources humaines, des contraintes d'agencement de locaux. Et puis on a vu qu'il y avait des obstacles à ce qui semblait être des dérogations pourtant indispensables. Je n'ai pas cité celles-là ici, celles qui ont été apportées au tout début des prescriptions, mais il est évident qu'au tout début des prescriptions sanitaires, les personnes, par exemple, en situation d'autisme et leurs familles, ne pouvaient pas suivre les recommandations qui étaient données. On a parlé à juste titre tout à l'heure de la fin de vie, et la fin de vie, en particulier dans les établissements, a été quand même très souvent une catastrophe, beaucoup plus que ça n'apparaissait dans les premières enquêtes que l'on a pu faire. Et à ce titre-là, la fin de vie, elle a quand même toujours été beaucoup mieux ménagée, à la fois pour celui qui partait et pour ceux qui restaient, dans le cadre familial du domicile, que dans les établissements. Mais c'est aussi vrai pour les troubles psychogériatriques. Suite à l'intervention nationale, et Fabrice Exil nous en reparlera tout à l'heure, on a pensé nécessaire de recommander aux EHPAD d'accorder des dérogations dans les prescriptions pour tous les résidents qui avaient des troubles psychogériatriques. Au passage, je vous fais remarquer que c'est quand même une très grande partie de la population des résidents d'EHPAD. Et enfin, il faut reconnaître aussi que les responsables de ces structures
se trouvaient de temps en temps en porte-à-faux devant des revendications des usagers eux-mêmes qui souvent soutenaient des dispositions plus égalitaires qu'équitables. Est-ce qu'il faut réagir en termes d'autorisation de visite de la même manière vis-à-vis d'une famille qui est à proximité par rapport à une famille qui est à plusieurs centaines de kilomètres? Je veux dire, c'est la différence entre l'égalité et l'équité. Alors, ce qu'a montré aussi cette crise, c'est que très souvent on était dans l'excès, interprétation trop rigide, trop personnelle, de trop nombreux textes, et ça a été dit tout à l'heure, souvent trop complexes, et puis qui changeaient en plus, avec des injonctions, enfin, qui étaient parfois contradictoires. Alors je terminerai en évoquant trois groupes de leçons à tirer de cette crise, là encore une fois vues par les usagers. D'abord, c'est essayer ensemble, et c'est une des leçons que nous avons apprises de SAED, c'est restaurer une compréhension réciproque. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à trouver des résultats concrets, individuels, il faut rendre audibles des affrontements de logiques différentes entre la nécessité de liberté individuelle et le souci de sécurité collective. Il faut permettre aux responsables de prendre du recul par rapport à des dispositions qui parfois enferment, et en leur laissant un certain nombre d'initiatives et ne pas les ramener à un problème de responsabilité qui au contraire va les enfermer. Et puis il faut rechercher tout ce qui maintient et permet l'humanisme indispensable du soin, parce que, je vous le rappelle, le soin, c'est un humanisme. La deuxième leçon, c'est peut-être contribuer à une évolution de l'organisation et des ressources. Et on a vu qu'il faut probablement, et il va falloir le faire vite, on a commencé avec le Ségur, mais on n'est pas au bout de notre peine, à obtenir une meilleure adéquation des ressources humaines, matérielles, meilleure adéquation par rapport aux besoins non seulement des usagers, mais aussi des professionnels. Il faut veiller à la coordination des soins de proximité, on l'a vu tout à l'heure pour ce qui était du domicile, mais aussi veiller à l'organisation des projets de vie individuels. Le soin, ce n'est pas des soins, c'est un parcours de soins, et au-delà, c'est un projet de vie. Et les soignants le savent, et les usagers aussi. Et puis, il faut chercher à rendre les usagers acteurs de leur parcours. Et enfin, je voudrais terminer sur le fait que nous devons ensemble pointer les risques, particulièrement dans l'actualité d'une 5e vague. Et juste avant cette réunion, ce matin, entre 8h30 et 10h, je participais à une réunion de la commission permanente de la CRSA, et je profite de cette réunion pour vous dire que nous sommes tous usagers et professionnels, dans une situation dont nous sous-estimons aujourd'hui 3 décembre, le caractère extrêmement critique à 15 jours des fêtes de fin d'année. Et donc, nous avons à faire attention à ce que ce nouveau coup de boutoir que représente une 5e vague risque d'entraîner dans la relation individuelle de soins, avec une rupture entre des usagers et des professionnels, rupture qui peut entraîner de l'exaspération, de l'intransigeance, de la violence, de la désespérance ou des autres positionnements inacceptables. Et aujourd'hui, quand on regarde, et là encore c'est très factuel, je vous parle de données qui sont publiées aujourd'hui même par l'ARS, quand on regarde monter l'absentéisme professionnel dans les gros établissements sanitaires, ce n'est pas lié qu'à de l'exaspération, mais ça traduit quand même un souci. Et à l'échelon de la relation collective,
c'est bien ce qui se passe. C'est des citoyens, qu'ils soient usagers ou professionnels, qui sont désemparés et qui pourraient, et nous devons travailler à ce que ça ne soit pas le cas, qui pourraient basculer dans une attitude hostile, globalement hostile, qui se fonderait sur une hostilité vis-à-vis de groupes réfractaires qui finalement représentent une population très peu nombreuse, et puis qui en plus de ça, qu'on n'arrivera pas à convaincre, mais qui ne doit pas nous entraîner dans des réactions d'hostilité entre usagers et entre professionnels de santé. Et finalement, ce que moi, en tant que représentant des usagers, même si je suis un ancien professionnel de santé, je voudrais porter avec vous comme revenant de cette crise, c'est que finalement, toutes ces actions qui ont pu être menées ensemble, c'est des actions qui s'inscrivent dans une démarche éthique. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces actions, on se pose des questions. On se pose des questions, si possible, en préalable, et pas simplement lorsqu'on a essayé de trouver des solutions. Et puis, on se pose des questions à plusieurs. Et vous savez qu'en termes d'éthique, quand on se pose des questions à plusieurs, c'est quand même toujours un gage d'éthique. Je vous remercie.